Amis fans de basket européen, bonjour. On se retrouve aujourd'hui, encore une fois, pour l'hebdo Euroleague. Un hebdo Euroleague de très grande qualité aujourd'hui, puisque à mes côtés, on a ces deux bons petits lascars que sont Mathieu, qui s'est récemment comparé à Monsieur Mike James, et de l'autre côté, on a le Limoujo, qui se compare à Oxmo Puccino. J'ai nommé Romain. Comment ça va les gars ? Très bien, et toi? Salut Corentin, ça va et vous? Très content. Je me suis permis d'entrer, vous envoyer des punchlines parce que les copains, on a encore pas mal de chemin à faire. Mathieu sur les parquets, Romain avec la plume pour pouvoir se comparer à des génies comme eux. Mais quelque part, vu qu'il n'y a pas grand monde dans le basket européen, on peut se considérer comme quelqu'un. Allons-y, soyons flamboyants. Aujourd'hui, par contre, on n'est pas là pour être flamboyant, on est là pour être précis parce qu'on a du pain sur la planche. Il y a 2 journées d'Euroleague qui sont déroulées la semaine dernière et donc du coup, ça va être très simple. On va vous en parler tranquillement. On va vous proposer également la preview de certains matchs de la semaine prochaine et ensuite, on enchaînera sur un petit débat, un débat qui parlera du Zénith Saint-Pétersbourg et enfin, on terminera avec la toujours excellente chronique de Romain. Est-ce que vous êtes prêts dans les starting blocks pour nous présenter la semaine passée? Je Let's crois que go! c'est toi qui commence, Mathieu, c'est Ouais, ça? c'est parti. Ouais, donc on va Let's go. commencer avec les résultats de la journée 19. Donc le FC Barcelone qui s'est imposé face au Khimki Moscou sur le score de 87-75. L'Alba Berlin a perdu face à l'Anadolu FS Istanbul 84-76, tandis que le Fenerbahçe s'est imposé de 20 points 96-76 face à Baskonia. Victoire sur le fil de l'Olympiakos face au Maccabi Tel Aviv 89-87, tandis que Milan s'est imposé face à Valence 95-80. Le CSKA Moscou a disposé du Žalgiris sur le score de 83-73. Le Bayern sur le fil également face au Zénith, victoire 82-80. Le Panathinaikos a dominé les débats face à l'Asvel sur le score de 88-71. Et c'est tout pour cette 19e journée. Impeccable, copain. Bah, du coup, vu que tu les as un peu tous commentés, est-ce que tu as vu un match et tu voudrais nous en parler sur cette journée-là? Ouais, une opposition d'outsiders très intéressant cette saison, le Zénith et le Bayern, et donc la victoire in extremis du Bayern sur son parquet 82-80. Je ne sais pas si vous avez vu le match également. Ya! Ah, Oui, super, bah, je l'ai vu c'était aussi. un match d'une intensité assez rare. Franchement, dès le début, une agressivité physique très très intéressante de la part des deux équipes, avec un Zénith qui a réussi à virer devant à la marque. Et finalement, il faudra attendre la fin du troisième quart-temps pour que le Bayern repasse devant et réalise un quatrième quart-temps d'exception pour aller chercher cette victoire. Le match était assez intéressant. Alors, le Zénith qui a défendu très fort sur Lucic pendant quasiment toute la partie, et lui s'est réveillé dans le quatrième quart-temps. C'est aussi le moment qu'il a choisi pour donner sa 5e faute et sortir du terrain. Côté Zénith, j'ai beaucoup aimé toute l'alternance qu'il y avait autour de plusieurs joueurs, avec de très bons passages de Pangos, Gudaitis, Ponitka, Billy Bayron ou encore Andrei Zubkov, que j'ai trouvé intéressant dans le dernier quart. Mais bon, le Bayern, avec sa défense étouffante et puis la puissance physique de Reynolds, un Wade Baldwin qui était impeccable et puis un Denis Stillé qui a également sorti un gros match, ont réussi à faire la différence. Ouais, c'était vraiment un beau match. On l'avait annoncé comme deux prestations d'équipe qui allaient être très collectives et assez défensives. Et ça s'est vu dès le début du match avec le Bayern qui a essayé de couper les lignes de passe et de forcer Gudaitis à dribbler. Et ça a été vraiment intéressant à voir. Et de l'autre côté, on a vu que bah ouais, prestation assez convaincante de Pangos, même en défense. Au début de match, il défend bien sur Silé. Donc c'était pas mal. Mais voilà, tout le reste, je pense que tu l'as plutôt dit, mais il y a un truc que j'ai trouvé fou, c'est Paul Zipster qui est terriblement, diablement efficace et utile, que ce soit sur les pics ou même le placement sur ses tirs. J'adore ce joueur, il est tellement intéressant. Je me suis régalé. T'as vu le match aussi, Romain, de ce que tu nous as dit? Oui, je l'ai regardé forcément. On avait souligné que c'était une affiche qui allait être alléchante et ça a tenu ses promesses entre un jeu du Zénith grâce à Xavi Pascual qui propose une attaque avec plein de solutions. C'est un enfer tellement il y a de possibilités de passes et les joueurs en profitent parce ils se connaissent par cœur et on sait qu'ils savent lire les options très rapidement.
Et comme l'a dit Mathieu, une équipe du Bayern qui sait défendre et dont Trinkieri euh, s'est forgé une réputation cette saison avec le Bayern. Et ça donne un match hyper agréable à regarder. Et comme on est parti sur quelques points clés au niveau des joueurs, moi, ce Denis Sillet, c'est vraiment une belle trouvaille pour le Bayern. C'est un joueur qui a commencé la saison à Saragosse. Et finalement, il se plaît bien au Bayern, il rentre bien dans le moule. Avec à la base arrière, avec Weiler Bab, ils font du dégât parfois, ils amènent une dimension un peu physique sur les lignes arrière. Le retour de Lucic, qui, voilà, même s'il termine à 10 déval, il finit à 15 points, il apporte quelques rebonds, quelques passes. On sent qu'il va reprendre très vite sa place et Dieu sait qu'en début de saison, il était redoutable. Et voilà, c'était vraiment très très agréable. Et forcément, bah, Wade Baldwin qui est décisif. Pour moi, avec ça y est, j'ai perdu son nom, avec Reynolds, c'est les deux joueurs majeurs de cette équipe. Et Clairement. c'est hyper agréable. C'est eux qui font la différence à la fin, parce que le Zénith fait des mauvais choix, Baldwin les sanctionne, alors que à certains moments dans le match, je me suis dit, oulala, il va avoir les fils qui se touchent, et malgré tout, à la fin, il est présent. Et au milieu du dernier quart, tu vois clairement que le Zénith était en manque d'idées, et tu as parlé de Reynolds, il leur met des grands coups, enfin, c'est impressionnant la dureté physique qu'il a, et ce qui fait que derrière, ça leur permet d'enchaîner en attaque avec des mouvements de balle assez intéressants, et d'avoir plus de shoots faciles que leurs adversaires. Et au final, ils s'imposent. Et c'était un match super intéressant. Je me suis régalé. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire sur le Zénith, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette équipe. Romain, toi, tu as encore charbonné cette semaine, tu as vu pas mal de matchs, donc je te laisse enchaîner sur un des matchs de cette journée qui t'a marqué. Eh bien, il y a eu le Fenerbahçe contre Vitoria. Un match où le Fenerbahçe s'est fait plaisir collectivement et on le sentait venir depuis un petit moment. Cette équipe, elle commençait à remonter en régime, retour de De Colo, arrivée de Guduric. Et là, ça s'est ponctué par un match extrêmement abouti avec 117 dévals collectives et surtout 29 passes décisives, qui est le record du club dans la compétition. Et finalement, ça marche largement sur la tête de Vitoria. Que dire, Nando était incroyable, 30 d'évaluation, 27 points. Son duo avec Vezeli, ben voilà, hein, c'est exactement l'axe fort qu'il faut au Fenerbahçe. Guduric fait à peu près tout. Il marque un peu, il prend des rebonds, fait des passes, arrive même à faire des contres. Et du coup, il y a une hiérarchie qui s'est faite maintenant que l'équipe est au complet et qu'elle marche bien. Voilà, encore un sublime match de la part de Kokoskov et ses hommes. Euh, le Vitoria a très vite été dépassé. Au bout d'un quart temps, ils avaient déjà 10 points de retard. Et le Fenerbahçe n'a fait que conserver et faire grandir son écart au fur et à mesure. Euh, Cette équipe, moi, je l'avais dit quand on avait fait notre top 8, je trouvais qu'elle avait beaucoup trop de talent pour être au fin fond du classement. Et là, quand on les voit jouer à ce niveau, euh, on peut se dire qu'elle va être très relou à prendre dans les mois à venir. Enfin, ils finissent à 15 sur 28 à 3 points, plus de 50% collectivement à 3 points. C'est très, très sérieux quand même. Et Vitoria, il les tue, quoi. Enfin, vraiment. Grosse impression encore de la part du Fenerbahçe. Je sais pas si vous l'avez vu le match, mais moi je me suis régalé en tout cas. J'ai vu une partie de la rencontre et c'est vrai que bon, j'ai vite arrêté parce que j'avais compris que Vitória n'aurait aucune chance dans ce match-là. Mais ouais, le Fenerbahçe a retrouvé vraiment du jeu et ça fait super plaisir à voir. Et je suis ultra content de voir Marko Guduric dans cette équipe-là. Sur les recrutements de l'intersaison, je me demande si c'est pas la meilleure pioche, tout simplement. Je le trouve impeccable et dès le premier match qu'il a joué sous les couleurs du Fener, il a été irréprochable. Bah avec Guduric, ça faisait 5 matchs d'affilée sans défaite pour le Fener.
Bon là, ce week-end, ils ont perdu en championnat avec une démonstration de Blackmon du Beşiktaş qui en marque 32. Mais c'est vrai que c'est une équipe intéressante. Je vous avoue que moi, j'arrivais pas depuis le début de saison à les regarder. Là, en highlight, c'était un peu plus supportable. Donc prochain match, promis, je regarderai le Fener. Parce que c'est vrai que quand on en parle assez en off, je sais pas trop de quoi on parle. Elle m'avait pas séduit en début de saison, cette équipe, mais je vais lui donner une seconde chance, c'est promis. Mais c'est sûr, hein. Et tu vois, il y a un truc qui a été agréable, c'est que même si l'écart et le match étaient pliés, Kokoskov a continué à demander aux joueurs de jouer justement et de continuer à dérouler. Et c'était ultra agréable parce que ils n'ont pas galvaudé la fin de match, ils ont continué, ils ont travaillé, ils avaient une défense assez haute, ils récupéraient pas mal de ballons. Et ils ont continué, donc ils sont vraiment dans une mentalité de on a pris du retard, on n'était pas en place, mais là c'est bon, va falloir qu'on déroule. Donc équipe à suivre, clairement équipe à suivre. Le seul truc qui peut m'inquiéter un petit peu, c'est que sur ses rotations, il va s'appuyer quand même beaucoup sur des joueurs particuliers. Sur le match-là, par exemple, Guduric est quasiment à 30 minutes pour De Colo, Vezeli à 34. Il y a des joueurs, voilà, il va beaucoup tirer dessus, beaucoup s'appuyer sur eux. Attention, parce que on l'avait vu avec De Colo, si jamais il y a une blessure qui arrive, ça peut faire mal. Et il va falloir renforcer le secteur intérieur qui souffre clairement. Hmm. Duverioglu, Tout à fait. il fait le travail, mais c'est un besogneux, c'est pas un talentueux. Johnny Hamilton, je pense sans faire de mauvais jeu de mots avec Barcelone, mais ils l'ont oublié à l'aéroport et on a un faux joueur qui est là, complètement perdu à chaque fois qu'il rentre. Et finalement, on se retrouve très vite qu'avec Yann Vezeli et Ulanovas en poste 4, mais on sait que les équipes en fin de saison euh, qui vont devoir affronter sont assez ferrées à ce niveau-là. Je pense à du Real, à du Moscou. Donc peut-être essayer d'apporter quelques retouches, une dernière retouche, on va dire, euh, sur ce point-là très précisément. C'est clair. On a vu également d'autres matchs. Alors, j'ai essayé, je me suis téléchargé le CSK Žalgiris. Au final, le CSK s'impose de 10 points, mais c'est pas un match qui a particulièrement retenu mon attention. Je voulais vous demander si vous aviez vu le Maccabi contre l'Olympiakos, avec l'Olympiakos qui s'est imposé de 2 points. Apparemment Pour ma pas. part, non. Non, Non. pour ma part non plus. Moi, je suis allé sur une autre affiche un peu moins claquante sur le papier, mais Et ben justement, je peux que vous conseiller de la regarder avec Olympiakos qui s'impose en fin de match. Et c'est intéressant de faire le parallèle entre ce match-là et celui qu'on traitera après de l'Asvel contre l'Olympiakos. Et c'est une équipe qui joue toujours. C'est toujours compliqué. Elle t'accroche. Elle a l'expérience et le talent. Et donc du coup, de ça, elle en tire des victoires serrées, des défaites serrées. Et c'est toujours embêtant de les jouer. Romain, t'aurais vu quel match dont tu voudrais nous parler? alors, dans cette journée, j'ai vu la victoire du Pana contre l'Asvel. Ah, Euh, et alors, c'est bizarre parce que du coup, le Pana, entre la J19 et la J20, n'ont plus le même coach. mhm. Parce que du coup, ils ont officialisé l'arrivée de Oded Katash. Et contre l'Asvel, c'était Kostas Charalampidis qui était aux commandes. Et du coup, le style de jeu était assez différent entre les deux matchs. Et bizarrement, c'est ce match-là contre l'Asvel où ce Pana m'a beaucoup plu. Alors c'est très simple, c'était très caricatural, mais c'était Nedovic, Papagiannis. Voilà, c'était l'axe fort de cette équipe. Et ça a super bien marché. C'était presque même très plaisant à voir. Nedovic a sorti voilà, sa performance habituelle. Il fait 2-3 matchs de merde et puis après il sort un match de feu. Là, c'était le cas. 33 points, 40 dévals, 5 sur 10 à 3 points, 5 rebonds, 6 passes. Et dans les 6 passes, je pense qu'il y en a les trois quarts qui vont sur Papagiannis en alley-oop. Ils jouent très bien le pick and roll tous les deux pour envoyer la fameuse passe lobée vers le grand qui a juste à éclater le cercle. Et du coup, ça a donné un match assez sympa côté Panathinaikos, vraiment. Euh,
on voit encore les limites de l'ASVEL, évidemment, une défense un peu trop timide. Voilà, toujours cette sensation que dès qu'une équipe attaque, si c'est bien réalisé, ça va tout de suite marquer et ça va être impossible à défendre. Et puis, voilà, l'ASVEL, on identifie les joueurs forts et pourtant ces joueurs forts ne sont pas toujours au niveau. Bon, Moustapha Fall revient de blessure, donc on va pas lui redemander de faire des matchs à 40 déval. Mais une fois on a Lighty, une fois on a Yabusele, on a Norris Cole qui essaye de prendre un peu le jeu à son compte. Et en fait, il n'y a pas cette hiérarchie justement qu'on retrouve dans d'autres équipes. Là, on la retrouve pas. Et du coup, c'est assez compliqué. Euh, Ils finissent à 25% à 3 points, ce qui pourtant est leur semi-identité depuis quelques temps. Et du coup, voilà, le Pana s'est fait plaisir. Ça a très bien joué, enfin, ça a plutôt bien joué du côté du Pana. Faut faire attention, Paul Lacombe avait l'air de s'être fait mal aussi au niveau des cervicales. Donc à surveiller parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais alors absolument pas besoin de ça en ce moment. Donc voilà. Ouais, il est pas rentré dans le match d'après d'ailleurs, contre Olympiakos. Euh, Alors, j'ai pas vu le match, mais je me posais quand même une question. J'avais pas mal suivi le Panathinaikos sur le début de saison et j'avais quand même cette impression que Vovoras essayait de pas mal distribuer les rôles, d'utiliser la profondeur de son banc et d'investir un petit peu tout le monde. Et là, quand on regarde cette feuille de match, on a la sensation que ça a quand même vraiment joué sur les meilleurs joueurs, donc Papagiannis et Nedovic qui finit à 40 d'évaluation et 33 points. Est-ce que c'est peut-être pas la solution pour le Panathinaikos de forcer un peu plus sur ses talents? Ouf. C'est le sentiment que j'ai. Et en même temps, au vu du match contre, du coup, le match d'après, le Pana, alors attendez que je ne me trompe pas, ils ont joué le Fenerbahçe. Mhm. C'est pas la sensation que Katash donne. Et en même temps, je me dis peut-être qu'il a fait une revue d'effectifs, parce que contre le Fenerbahçe, il a donné grave de temps de jeu à Ben Bentil et Aaron White, et ça voulait plus passer le ballon, essayer de continuer un peu dans cet esprit de tout le monde peut avoir un rôle, etc. Alors que contre l'Asvel, se fixer Nedovic, Papagiannis, ça a fait un dégât monstrueux. Donc pour moi, Mathieu, ta réflexion elle est bonne et pour moi c'est la solution. C'est de donner les clés à ces deux joueurs. On sait que derrière il y a du Santros, il y a d'autres joueurs qui vont pouvoir faire le travail de l'ombre et laisser clairement l'attaque à ces deux joueurs. Mais je sais pas si Katoche va prendre cette direction-là. C'est clair, surtout que tu as aussi sur le banc des mecs qui voudront des ballons, hein. Les Zach Auguste, les Marcus Foster, même si ils sont beaucoup moins en vue que ce qu'on pensait, ça va vouloir un peu la gonfle. Mais cette équipe du Pana, je crois que sa seule planche de salut, c'est ça, et se fixer sur leurs deux Grecs qui ont bien progressé, les deux grands, hein, Papagiannis et Mitoglou. Euh, et puis c'est là qu'on voit que c'est quand même une équipe qui redescend un peu et que Papa Petrou, voilà, il a besoin d'un vrai meneur pour lui mettre de bons ballons. J'aimerais bien regarder davantage de matchs du Pana, voir si en intensité ils le sont. Et puis on verra si ce changement de coach va leur être favorable. Euh, est-ce que Mathieu, tu voudrais parler d'un autre match ou on enchaîne sur la prochaine journée? On peut passer sur la journée 20. Ouais, il y avait pas mal de matchs, donc on va essayer de faire concis. Journée 20, tu nous la présentes, Romain, et ensuite on en discutera ensemble. Yep, carrément. Alors du coup, pour la journée 20, l'Anadolu a remporté brillamment son match contre le Khimki 99-60. Milan est venu s'imposer à Berlin 84-70. Le Maccabi Tel Aviv s'est imposé de 9 points contre Vitoria. Dans le duel des deux monstres, c'est Barcelone qui prend le dessus contre Moscou 88-75. Le Zénith contre le Zalgiris, donc deux équipes joueuses, c'est le Zénith qui gagne 77-65. Le Fenerbahçe a marché sur le Pana 100-74. Ensuite, on a eu un duel aussi qui était intéressant et il y a eu un vrai match entre le Bayern et le Real. Ça s'est terminé sur un score de 80-76 pour le Real. L'Olympiakos
qui du coup perd contre l'Asvel. Donc l'Asvel repart de Grèce avec une victoire et une défaite. Donc le score 69-63. Et enfin Valence qui gagne de 20 points contre l'Étoile Rouge 91-71. Ah, il y a eu pas mal de beaux matchs. Moi, je voudrais enchaîner tout de suite. On en parlait tout à l'heure de l'Asvel contre l'Olympiakos. L'Asvel qui remporte pardon, pour la première fois de son histoire un match à l'extérieur contre l'Olympiakos. Donc, c'est à souligner. C'est pas tous les jours qu'on voit une victoire de l'Asvel en terre grecque, hein, chez les Rouges et Blancs. Alors, personnellement, j'ai vu ce match. Je vais pas dire que je me suis régalé, mais j'ai vu des choses super intéressantes. Mais j'ai un premier constat, les gars, c'est nos Lucas, nos parties du côté de l'Olympiakos. En gros, il n'y a que lui qui fait tourner le jeu, et sinon c'est très compliqué, quoi. 6 passes D sur le premier quart, mais c'est dur de trouver des solutions pour l'Olympiakos, quoi. Enfin, je sais pas si c'est à l'image de ce que vous avez vu en ce début de saison pour l'Olympiakos, mais je trouve ça pauvre en termes de solutions. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, Kostas Lukas, d'ailleurs, a été ramené un petit peu pour ça. C'est justement pour avoir cette création. Alors, sur la journée précédente, il avait sorti un gros match statistique. Et là, on voit que dès que il est pas présent, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Il y a un troisième quart-temps qui est assez calamiteux pour l'Olympiakos. Ils se prennent 17-9 de la part de l'Asvel. Et puis en face, du côté de Villeurbanne, il y a un Gershon Yabusele qui est sur un petit nuage, Ah qui ouais. fait une belle performance. Le Et gars remonte la balle, il est à 3 points, il est à l'intérieur, il m'a fait kiffer, hein. exactement. Et je pense que c'est un petit peu ce dont a besoin Villeurbanne pour aller chercher ces matchs-là, c'est d'avoir un joueur capable de hausser son niveau de jeu et de faire une grosse perf. L'avantage, c'est qu'ils ont un groupe relativement homogène, donc pas mal de joueurs peuvent tirer un petit peu l'affiche. Maintenant, il faudrait qu'il y en ait un chaque soir, et ça, c'est plus compliqué. C'est clair. Romain, t'as pu un peu zioter sur ce match-là? Non, pas celui-là, mais après, du coup, je vais pouvoir un peu rebondir sur ce que vous venez de dire. Et effectivement, l'Olympiakos est très Skoukas dépendant pour le moment. On sait que c'est pas une équipe très flashy, on sait que ça va pas être ultra spectaculaire et ils ont pas des scoreurs comme le CSK avec des Mike James ou l'Anadolu avec Larkin, mais euh, on sait que c'est des équipes reloues et ces équipes reloues ont aussi le défaut de gagner contre qui elles veulent et de Mhm. perdre contre qui elles veulent. Et l'Olympiakos s'installe parfaitement dans ce constat-là. C'est pour ça qu'on la voit milieu de classement et aux portes du top 8. Moi, je les avais mis huitième. C'est parce que justement, elles ont euh, cette qualité de pouvoir gagner contre n'importe qui et en même temps de chuter voilà, dans un jour sans. Et si ton joueur majeur comme les Lucas n'est pas là, eh ben, c'est tout de suite très compliqué. C'est clair. Et d'un autre côté, je rejoins Mathieu sur ce qu'il vient de dire par rapport à Yabusele, c'est que est-ce que malgré la présence d'un mec comme Norris Cole ou de Freeman, parce il avait pas mal de ballons depuis le début de saison, est-ce que TJ Parker ne ferait pas mieux de lui laisser les clés du camion, qu'on identifie Gershon comme le mec qui va être ciblé sur les premières attaques, qui va avoir les tickets shoot, etc. Parce que avec son physique de déménageur, le talent qu'il a dans les mains et la petite expérience qu'il commence à avoir, c'est maintenant qu'il faut en profiter de ce garçon-là. Norris Cole est assez intelligent et a connu assez de choses pour se dire, bon, ben, je vais être un peu moins dans la lumière, je vais l'alimenter. Et Mustapha Fall va en profiter parce que de toute façon, c'est l'arme numéro une. Mais à côté, est-ce qu'on ferait pas mieux de laisser Gershon en profiter et que on trouve un équilibre dans l'attaque de l'Asvel? Moi, en tout cas, je partirais sur cette solution-là. Eh Parce ben qu'il est trop écoute, talentueux, ce garçon. clairement. Écoute, à la lumière du match, je pense que oui, hein. De toute façon, dans une raquette comme Fall Gershon, ça a été très dur de prendre des rebonds et de défendre pour l'Olympiakos. Et on a vraiment l'impression que, en fait, si tu veux, il a les clés du camion parce que, à son image, Lasvel a été altruiste, notamment dans le deuxième quart-temps.
Et dans le troisième, où il était doublé, il lâchait la balle, ça tournait bien. Et Norris Cole, qui d'habitude ouais, croque souvent, là, il a croqué quelques fois, des tirs que pour moi, enfin, moi perso, j'aurais pas pris, mais quelque part, c'était jamais trop. Et j'ai eu pas mal de réflexions suite à ce match-là. Et puis, si Mathieu, t'as rien d'autre à dire sur ce match, moi j'ai deux, trois trucs, enfin, en fait, quelques réflexions à vous confier par rapport à ça. Vas-y, vas-y. Ouais, ok. Bon, alors la première, c'était notamment sur le fait on parlait de l'Olympiakos comme un club piège qui peut prendre n'importe quel match. Et l'alpha et l'oméga de ça, c'est Vezenkov par exemple, mais aussi McKissic. Vezenkov, il est tellement juste dans ses choix, dans ses tirs, les provocations de fautes, autant en attaque qu'en défense. Il fait des fautes utiles. C'est un joueur très académique, mais super utile. Et franchement, c'est un régal pour tout mec qui ne connaît pas encore son profil, par exemple, sur le terrain. Bah, prenez exemple sur Vezenkov et ensuite essayez d'avec votre talent faire la différence pour passer un palier dans l'un ou l'autre pardon, des compartiments du jeu. Mais il m'a régalé. Mais de l'autre côté, on avait McKissic. Et McKissic, en fait, pour ceux qui l'ont jamais vu, alors je vais pas faire de réflexion sur le physique parce que ça se fait pas, c'est pas bien. Mais c'est le genre de mec qui, le dimanche sur un playground, il est inarrêtable en 4 contre 4 ou en 3 contre 3. Pourquoi? Parce qu'on siffle pas tout, les marchés, les fautes défensives et également offensives. Mais en match officiel, il est capable uniquement de fulgurance, de mettre des gros tomards ou faire une interception et de terminer en transition, mais c'est tout. Et je pense que voilà, pour épauler ce Lucas, il leur faut un ricain qui soit au-dessus. Et de tout ça, il y a une réflexion qui m'est venue, c'est est-ce que ne pas jouer le championnat domestique, ce serait pas un boulet pour l'Olympiakos? Parce que bah, Spanoulis, il a du mal à être en rythme. En fin de match, il se réveille et il met quelques tirs, mais tout est compliqué pour lui. Et de l'autre côté, Ellis aussi, quoi. Même sur des main à main, sur des rebonds, voilà, c'est un peu en dilettante, quoi. C'est compliqué. Donc cet Olympiakos-là, il a le stéréotype qu'on a voulu lui donner en début de saison. Je pense qu'on s'est pas trompé. Mais il faudrait se poser la question de, voilà, est-ce que le championnat domestique, ça faudra poser la question aux athlètes, hein, te met pas en rythme pour une Euroleague où certes les matchs sont pas de la même qualité, mais sont quelque part aussi importants. Voilà, pour la longue diatribe. Mais c'est une question qui avait été soulevée par je sais plus quel journaliste à propos de l'Asvel, en disant que l'Asvel manquait cruellement de rythme à cause de ce championnat de France un peu tronqué. Ça joue une fois par-ci, une fois par-là, il n'y a pas de fluidité, etc. Et finalement, l'Asvel manque de rythme et manque de rythme dans la compétition où ça en demande le plus, plus de rythme, plus de régularité et il cale un peu. Donc je pense effectivement que cette période de Covid où euh, les championnats sont un peu faussés à certains endroits peut jouer effectivement sur leur performance. C'est une bonne réflexion, je pense. C'est des Merci, équipes ça me qui touche. ont. C'est vrai. C'est des équipes qui ont moins de certitude en fait. Et quand tu as moins de certitude, ben, il faut essayer de trouver des solutions. Mais pour les mettre en application, il faut se confronter au match. Et c'est sur les situations de match que tu peux voir si ça fonctionne ou pas. Et forcément, si tu n'as pas le championnat aussi qui te permet d'expérimenter des choses, de définir vraiment des rotations, c'est toujours plus compliqué. D'ailleurs, l'Olympiakos, on a toujours des répartitions de temps de jeu qui sont assez homogènes à travers le groupe. Et l'avantage et le défaut de ça, ben, c'est que finalement, si un joueur est bon, c'est bien parce que tu le rentabilises, mais s'il est mauvais, il va quand même aussi prendre son temps de jeu, mais sans être performant sur le terrain, donc à voir. Ça fait plaisir en tout cas de voir que ça a amené à quelques réflexions de votre part. Bah, Matt, vu que tu as pris la parole l'an dernier, est-ce que tu voudrais nous parler d'un match de cette journée? Ouais, c'était la grosse affiche. Le premier contre le deuxième, le CSKA contre le Barça. On a eu la chance en plus, Corentin et moi, de le voir ensemble, et c'est vrai que ça a été sacrément plaisant. Donc victoire du Barça 88-75, donc une densité de talent XXL sur le terrain malgré des absences côté catalan, avec notamment Brandon Davis et Mirotic qui n'étaient pas présents. Une très bonne entame de match du CSKA qui marque 25 points en premier quart-temps, avec un ballon qui est beaucoup en mouvement, surtout une circulation de la balle avec une alternance intérieure-extérieure, ce qui fonctionne toujours très bien, notamment
par l'intermédiaire de notre ami Toko Shengelia. Par contre, au gros retour du Barça dans le deuxième quart-temps, avec un meilleur effort défensif. Ils ont profité d'ailleurs de leur rotation avec des joueurs comme Anga, Brines, Kuric qui ont fait des bons passages. Contrairement au CSKA Moscou, qui lui a un peu peiné par la sortie de ses joueurs stars. Et puis le CSKA qui donnait l'impression d'avoir un peu moins de réussite dans des tirs qui d'habitude rentrent. Par exemple, Mike James qui fait entre guillemets un petit match. Alors c'est un petit match à 21 points, mais 1 sur 6 à 3 points avec beaucoup de gamelles sur ses tirs longue distance. Et un Toko Shengelia qui a eu un passage très compliqué dans le deuxième quart avec des pertes de balles intempestives, difficulté à attaquer le cercle, moins impactant qu'à l'accoutumée. Et du côté du Barça, par contre, ça fonctionne très bien avec un Corey Higgins qui est brillant offensivement. Alors, il ne fera pas ça tous les soirs, mais il était très utile sur cette rencontre. Et puis, la question d'Alexa Brines, qui pour moi, et je l'avais déjà dit un peu en début de saison, était le vrai facteur X décisif de cette équipe-là. Et on voit que c'est un match gagné dès qu'il met ses paniers. Et ce soir-là, c'était 19 points. Alors moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match parce que j'ai kiffé. J'ai pas d'autres mots. Donc Romain, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas parce que moi j'aurais juste une petite réflexion à faire ensuite. Eh bien, j'ai vu le match aussi et c'est vrai que c'était le choc annoncé et ça a tenu toutes ses promesses. Clairement, un très beau match. Le Barça a su se rassurer, voilà, son cadre notamment, sans Mirotic. Et, et j'ai beaucoup aimé, et de toute façon, j'aime ça depuis le début de saison, l'utilisation qu'a Jasikevicius d'Abrines. Il lui demande pas de faire 46 dribbles. Et à l'image d'un Klay Thompson, c'est on te libère, tu prends le ballon, tu réceptionnes et tu shootes. Et quand ça rentre comme cette semaine, c'est juste incroyable. Et ce garçon a du talent plein les mains et j'espère qu'il va trouver de la régularité. Le petit clin d'œil, c'est forcément Corey Higgins voilà, qui revient au club de Moscou et qui réalise un match incroyable. Enfin, c'est le MVP de la rencontre sans aucune contestation possible. Euh, il a été, euh, il a été d'une hargne et d'une détermination sans faille et ce joueur est très sous-coté, je pense. En Euroleague, on n'en parle peut-être pas assez. Oh oui. On sait qu'il est ultra précieux et c'est dans ce genre de rencontre où voilà, il y a une équipe sans son leader qui affronte le premier qui était quasiment invincible jusque-là. Et là, le mec, il les regarde les yeux dans les yeux, il dit bah, c'est pas grave, je porte l'équipe sur mon dos et on y va. Et il est d'un calme incroyable. Et côté du CSK, moi, le seul truc que j'aimerais rajouter, c'est j'ai vu tout de suite la défense demandée par Itoudis, où Kurbanov se met sur Calates et Mike James est sur Higgins. Et en fait, il y a ce joueur, justement, Kurbanov, voilà, il est là, on a l'impression qu'il fait partie des meubles. Et c'est pareil, je trouve qu'il est sous-estimé, il fait un travail de l'ombre, il est précieux dans l'intelligence de jeu du CSK. Et malgré son âge, alors il ne doit pas être très très avancé non plus, quand même un petit peu pour un sportif. Il est né en 86, ouais. Et du coup, le mec est capable d'être très discret, à un moment donné, il reçoit la balle dans le corner, il fait feinte de shoot, et d'un coup, il veut monter sur deux mecs au dunk. Et là, tu te fais, mais wow, C'est qu'est-ce qui se ouf. passe? Ouais. Qu'est-ce Ouais. qui se passe, quoi? Et du coup, ce joueur, ouais, il me plaît beaucoup. Et pareil, c'est des joueurs, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont ultra importants. Et là, quand tu vois le mec qui se met des pelées défensives et qui, en plus, à un moment, se prend pour un surathlète à vouloir monter sur tout le monde, j'ai trouvé ça excellent, quoi. Donc voilà. Ouais, ça fait du bien de l'entendre parce que je partage le constat et une paire de fois j'ai regardé des matchs avec mon petit frère du CSK et je lui ai dit bah regarde-le, lui il a l'air de rien comme ça, il a l'air il a une tête de videur de boîte de nuit ou de déménageur, mais quelque part il a une finesse technique incroyable et j'aime beaucoup, il apporte énormément de liant. Et le liant c'est ce qui a fait que le Barça tape le CSK. Tu parlais notamment, Mathieu, des difficultés du CSK dans le deuxième quart et celle de Toko, notamment au poste. C'était une défense très compacte au poste et très vite sur les lignes de passe du Barça qui leur a permis
de grappiller quelque part quelques stops qui coûteront cher au CSK à la fin. Et c'est vraiment un beau match de basket. Il y a toutes ces promesses. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à le regarder. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Romain, est-ce que tu voulais nous Juste parler de... Ouais, vas-y Mathieu, excuse-moi. J'avais juste un petit mot aussi, c'est plus un petit coup de gueule, mais j'aimerais du côté du CSKA Moscou voir un Darren Hilliard un peu plus performant. Je trouve qu'il est très inconstant et vu ses qualités qui sont quand même énormes, c'est un joueur qui à mon sens doit plus impacter au sein de l'équipe. Voilà. Je ne sais pas si l'avis est partagé, mais... Oui, pareil. Grandement. Pareil. Tout comme Voigtman. Ouais. Ah oui, Voigtman qui est un joueur tellement intéressant. Et puis, si un jour, on en parlait avec Mathieu d'ailleurs, faudra se pencher sur la Mannschaft qui, sur le papier, a un très bel effectif. Voilà, je le glisse en passant. Romain, tu voulais peut-être nous parler d'un troisième match de cette journée? Du coup, je voulais parler de Fenerbahçe Pana, mais on a déjà parlé des deux équipes, donc je ne sais pas si vous voulez en parler. Sinon, j'ai vu le Valence Étoile Rouge, donc c'est Ah comme ouais. vous voulez. Bah écoute, le Valence Étoile Rouge, il était vachement affriolant pour ma part. Malheureusement, bah, j'ai pas trouvé de replay du match. Oui, je suis pauvre, j'ai pas le League Pass. Donc si tu veux nous en parler, je te saurai gré. Et ben du coup, on va prendre cette affiche-là. Et du coup, on a retrouvé Valence, qui met un terme à une série de 3 défaites consécutives. Et ils le font avec le jeu qu'on a mis en avant en ce début de saison. C'est-à-dire un gros rythme collectif, une équipe forte, sans cesse d'évaluation, 22 passes, tout ça en perdant que 10 ballons. Et des joueurs qui se font plaisir parce qu'il y en a 5 qui terminent à 10 points ou plus. Et concrètement, je vous l'ai dit en off, mais une fois qu'ils ont lancé la machine, la défense de l'Étoile Rouge, c'était même plus la peine. C'était la Ils ont brioche. très vite perdu pied. Ah non, mais c'était incroyable. Au bout de 2, 3 enchaînements de passes, au bout d'un pic, une ouverture, c'était totalement perdu. Et du coup, on adore ce type de basket, nous, et c'était un régal. Louis Laberry s'est fait plaisir. Euh, on a vu un Derrick Williams être, euh, être très bien utilisé, très propre. Il rate un shoot dans le match. Euh, et voilà, cette sensation que la balle leur brûle les doigts, mais ils savent quoi en faire. Voilà, c'est pas juste on passe pour se débarrasser de la balle, c'est on sait où elle va, on sait où sont nos coéquipiers, les déplacements sont intelligents et ça fait tourner la tête de l'Étoile Rouge qui, eux, se sont beaucoup trop euh, concentrés sur O'Brien. Ils ont voulu lui donner tous les ballons. Il prend 15 shoots à 2 points. Il finit à 21 points, mais seulement 9 d'évaluation. Donc ça transpire bien le résumé de son match, quoi. Il a été beaucoup utilisé, mais peut-être pas forcément bien utilisé. Parce que voilà, on lui donne la balle, il se démerde. Euh, à côté, il y a des joueurs qui ont beaucoup de talent. Enfin voilà, c'est des profils type serbe. On sait que si ça veut jouer, ça va jouer. Et finalement, ils l'ont pas fait. Et très vite, le score s'en est ressenti parce que voilà, Valence, il joue vite, il joue bien. Et, et là, Radonjic, il a rien pu faire. Il a vraiment rien pu faire. Et voilà, c'est Valence, il se relance. J'espère que c'était pas une victoire comme ça dans le vide et ils vont reperdre derrière parce que ils jouent trop bien pour que ce soit ça. Mais là, voilà, il fallait marquer le coup et contre l'Étoile Rouge, bon, toujours privé de Jordan Lloyd, ok, mais ils ont retrouvé Hall qui a joué une dizaine de minutes. Walden est passé à côté de son match, il est à -4 d'éval. Mais voilà, je pense qu'il fallait ça pour Ponsarno et son équipe. On croise les doigts parce qu'on sait que la Team Ficelle est grande supportrice de Valence, la culture de l'effort. Bah voilà, on a résumé ces deux belles journées. Est-ce qu'on passerait pas à la suivante, histoire d'ensuite enchaîner sur le débat?
Si je me souviens bien, c'était à moi de vous présenter la prochaine journée, tout en vous disant qu'il y aura également 2 matchs en retard. Un premier match en retard de la journée 19, Real Étoile Rouge, belle transition. C'est ce soir à l'heure où on enregistre. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Il y aura également le lendemain, c'est-à-dire mardi, la journée 10, Lyon-Villeurbanne Olympiakos. Donc, redite du match de cette journée. Et ensuite, pour la journée 21, on aura un match assez intéressant entre le Zénith Saint-Pétersbourg et l'Anadolu Efes Istanbul. On aura également un match de sacré scoreur, de sacré croqueur entre le Pana de Nedovic et le Khimki d'Alexei Shved. On aura également le Maccabi qui recevra le Real Madrid. On aura Lyon-Villeurbanne qui aura une belle opposition contre Valence. Le Milan qui accueillera le Bayern Munich, donc dans un match vraiment intéressant. Le CSKA Moscou dans une opposition brûlante face au Fenerbahçe Istanbul. Je pense que je vais me le mater celui-là. L'Étoile Rouge de Belgrade qui recevra le Grand Barça. Le Žalgiris Kaunas qui lui accueillera l'Olympiakos. Et enfin, dernier match, Baskonia contre l'Alba Berlin. Pas mal de matchs intéressants. Les gars, est-ce qu'il y a 2 ou 3 affiches, voire plus, qui vous chauffent énormément? Alors, tu avais mentionné CSKA Fener, donc forcément j'aurais un œil dessus. Après, j'aime beaucoup l'affiche entre Milan et le Bayern, une équipe d'attaque contre une équipe de défense. Je serais assez curieux de le voir. Et puis, Pana Khimki, figure-toi que ça m'intéresse assez. J'ai envie de voir si le Khimki est capable de prendre un match face au Pana ou s'ils vont être nuls jusqu'au bout. Voilà. Oh vache. Ah ouais, d'accord, offensif tout de suite. Et toi, Romain, est-ce que tu aimerais bien tacler une équipe là? Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, je partage le CSKA Fener. Forcément, le CSKA a un petit moment de moins bien. Ils sont un peu moins tueurs que ce qu'ils étaient depuis quelques temps. Le Fener, eux, ils sont dans une dynamique positive. Donc, est-ce que le Fener est capable de faire un match référence contre le CSKA? Ça, j'ai envie d'avoir quelques réponses. Le Žalgiris Olympiakos aussi m'attire parce que du coup, on est une équipe très très joueuse contre une équipe de rude, contre une équipe de Spartiate et plus tournée vers l'efficacité que le beau jeu. La bagarre. Euh, ouais, exactement. Et du coup, ça m'attire pas mal. Et puis l'affiche Asvel-Valence aussi, parce que l'Asvel a besoin d'engranger les victoires, Valence a besoin de se rassurer. Du coup, c'est un petit peu un match. Euh, il faut le gagner, quoi. C'est vraiment la mentalité. Il faut le gagner pour les deux équipes parce que Valence, avec ces défaites là qui s'enchaînent un petit peu, était redescendu dans le classement. Donc voilà, c'est une affiche qui peut être assez sympa à regarder. En plus, Louis Labéry contre un club français, Hermanson qui retrouve un club de Jeep Elite. Enfin, voilà, c'est une affiche qui peut attirer l'œil aussi. Ouais, je partage pour CSKA Fener, également Valence, qu'il faut que je regarde absolument. Ça fait un bail que j'en ai pas vu. Pour ma part, je vais essayer de regarder Zénith Efes parce que je ne sais pas ce que vaut le Shane Larkin de 2021. Donc j'ai besoin de regarder ça. Le Zénith, on en parlait, ça va être le sujet du débat d'aujourd'hui. C'est est-ce que on parle assez du Zénith? Alors, du coup, pour ce faire, on s'est armé d'arguments pour parler de cette équipe qui, déjà, a le plus beau maillot de l'Euroleague, bien sûr. Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, les copains. Mais pour le coup, c'est une équipe qu'on connaît assez mal, n'est-ce pas? Oui, complètement. C'est une équipe qu'on connaît assez mal parce que je pense que globalement, on l'a pas vu venir et c'est une bonne surprise. C'est une équipe qui, l'année dernière, avant l'arrêt de la saison, était en bon dernier du classement et qui, là, apparaît en 4e position derrière la triplette infernale CSKA, Barça, Real. Alors, ils ont un bilan de 12 victoires pour 6 défaites, ce qui est très bon, mais il y a quand même 2 matchs de retard par rapport aux journées, puisqu'on vient de finir la 20e et qu'ils en ont joué 18. Malgré tout, c'est une équipe qui, effectivement, je trouve, est capable de proposer du beau jeu. Et l'une des premières révolutions, à mon sens, de cette équipe, c'est l'arrivée de Xavi Pascual au poste de coach. On en avait un petit peu parlé, mais c'est quelqu'un qui a su apporter des idées, qui sait utiliser sa rotation,
qui arrive à définir des plans de jeu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est une équipe qui est plutôt à vocation défensive, puisque c'est la meilleure défense de la compétition, avec 72 points encaissés par match. Donc tu veux dire par là que les Espagnols sont les meilleurs coachs au monde. Merci Mathieu, on a enfin clos le débat qu'on avait tous en off et on peut passer à un autre. Romain, qu'est-ce que tu penses de l'équipe de Xabi Pascual? Déjà, j'ai même pas envie de répondre à ta réflexion de bas étage. On parlait d'entraîneur. On parlait d'entraîneur la dernière fois et un jour on aura ce débat en live parce qu'il va falloir que je ferme quelques bouches. Non, oui, cette équipe du Zénith, il fallait absolument qu'on en parle et qu'on fasse un focus sur eux parce que c'est une des belles, voire la belle surprise de ce début de saison. Un jeu qui est très alléchant, je l'ai dit tout à l'heure, une attaque qui propose une multitude de choix, de possibilités pour des joueurs très intelligents à défaut d'être très talentueux parce que cette équipe, il n'y a pas une véritable star comme peut avoir toutes les autres équipes. Même le Kimki avec Alex Jved, voilà, il n'y a pas de joueur de ce calibre-là au Zénith. Et pourtant, ben voilà, ces mecs sont des bosseurs, sont plutôt intelligents, même très intelligents pour certains. Je pense à Pangos, évidemment. Je pense à Ponitka, bon, il est polonais, mais c'est un énorme couteau suisse. Euh, et on a Gudaitis dans la peinture, qui est un déménageur breton, capable de tout bien faire. Et du coup, cette équipe qui a beaucoup changé en un an, eh bien, elle propose un jeu sérieux. Mathieu l'a dit, c'est la première défense. Euh, et autour de ça, moi, je suis allé plus loin, j'ai regardé toutes les autres catégories statistiques. Et en fait, quand on y regarde de plus près, si on se fixe juste les stats, c'est une équipe voilà, qui pourrait, en termes d'efficacité, faire partie du milieu de tableau. Ce n'est que la 10e éval de la compétition, la 15e attaque. Ils sont 8e au rebond, 11e au pass, 17e aux interceptions, 14e au contre, 11e à 3 points, et ils sont 2e pour la réussite à 2 points. Donc finalement, ils ont des stats d'une équipe de milieu de tableau, mais ils défendent tellement bien et ils arrivent à arracher tellement de matchs que ben, cette équipe est dans le top 4. Et ça fait plaisir parce que c'est rafraîchissant. On n'a pas toujours les mêmes visages comme on peut l'avoir, hein. Voilà, la triplette infernale de Mathieu définit bien ce qu'on veut dire par là. Et du coup, voilà, le Zénith fait son petit bonhomme de chemin, alors que du coup, c'était pas forcément bien parti depuis 2 ans. C'est clair. Je rajouterai rien sur Pangos, Ponitka et Gudaitis parce que je partage totalement. Mais de l'autre côté, on a un Fritzson, Vitaly Fritzson que j'aime beaucoup, un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il joue son rôle de vétéran à merveille. Il fait ce qu'on lui dit et il apporte beaucoup de liant. Et on a également deux joueurs que j'ai toujours aimés et qui là sont bien mis en valeur et qui chacun leur tour, on va dire, surgissent de la masse. C'est Billy Bayron et Casey Rivers qui sont des shooters efficaces, mais très différents et complémentaires. Quand un est plus en catch and shoot, l'autre c'est davantage créer son tir. Et c'est vraiment intéressant de les voir. Et Mathieu en parlait la dernière fois, enfin tout à l'heure, pardon. Il y a un joueur qui m'a bien plu, c'est Zubkov, qui est vraiment précieux dans l'intensité. Il va mettre des tomards et des contres qu'on ne croirait jamais qu'il serait capable de faire. Et pour le coup, de l'autre côté, à 3 points, il est à 27 sur 41. Donc, c'est une équipe que je recommande de regarder parce que elle propose des choses super intéressantes. Et même si sur les derniers matchs, on a vu Poitres et Thomas beaucoup moins en vue, jouant moins, il reste notamment positif pour le collectif. Et c'est très intéressant parce que c'est des mecs que jamais j'aurais cru qu'ils seraient, on va dire, efficaces tout en restant positifs, même dans des matchs où ils sont un peu moins en vue, quoi. Donc c'est une équipe intéressante. Est-ce que vous pensez, les gars, qu'ils peuvent maintenir cette cadence-là, continuer de créer la surprise au sein de cette Euroleague? Ça va être compliqué parce qu'il y a quand même de la concurrence. Après, voilà, c'est une équipe qui a quand même de vraies qualités. Tout à l'heure, Romain a mentionné effectivement le fait que statistiquement, c'est une équipe qui serait plutôt dans le milieu de tableau et qui se retrouve plus haut. Je pense que c'est dû aussi au style de jeu. C'est une équipe qui joue quand même beaucoup sur jeu placé, sur demi-terrain. Ils ont l'avantage quand même de bénéficier d'un axe fort 1-5 entre Pangos et Gudaitis qui se trouve à merveille, mais vraiment j'insiste à merveille sur pick and roll.
Ça joue très très bien là-dessus. Malgré tout, si le Zénith ne parvient pas à se maintenir à ce niveau-là, je pense que déjà être dans le top 10, ça sera une très bonne satisfaction pour eux. C'est une équipe qui part avec le 7e budget de l'Euroleague, on est un peu plus de 25 millions d'euros. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est déjà le choix des investissements sur l'intersaison. Parce que effectivement, quand tu as un budget comme ça, je pense que tu vas vite avoir la tendance d'aller chercher un ou deux gros joueurs avec des contrats XXL, des noms assez imposants, assez rutilants, qui te font tout de suite passer au statut Euroleague. Et finalement, ils sont allés chercher que des joueurs qui pourraient être des potentiels MIP, des mecs qui vont progresser. Gudaitis à Milan, Pangos au Barça, Bayron à l'Étoile Rouge ou Poitres au Galatasaray. Et finalement, tous ces gars-là, ils ont une vraie marge de progression. Ils avaient besoin de prendre du temps de jeu, d'avoir des responsabilités. Et ça fonctionne très bien. Moi, l'une des choses qui fait que c'est une équipe que j'aimerais voir aller aussi en play-off, c'est finalement cette distribution des rôles avec des temps de jeu qui sont bien répartis et un impact statistique qui est assez global. Il n'y a aucun joueur qui est top scorer. Je crois que le plus gros de l'équipe, c'est Kevin Pangos qui a 11 points seulement de moyenne. Donc il y a une vraie répartition et moi, ça me plaît beaucoup. Ouais. Et toi, Romain? Mais je partage l'avis de Mathieu. Cette équipe, c'est une équipe les joueurs ont chacun un rôle et ils le font bien. Après, les voir très haut, c'est-à-dire Final Four ou jouer le titre, je pense que ça paraît compliqué. Pour la raison où on sait que dans les matchs couperets comme ça, il faut un joueur, un tueur, on va dire, allez, on va forcer sur les mots, mais il faut une superstar que pour l'instant ils n'ont pas. Et même si je défends l'idée que le collectif fait gagner des titres, on sait que quand ça se décide, il va falloir qu'un joueur sorte voilà, sorte un mouvement, une action incroyable, etc. Et je suis pas sûr que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le Zénith ait ce joueur. La revue d'effectifs, ouais, je suis même pas sûr. Même un Austin Hollins voilà, qui est très flashy dans ce qu'il fait, c'est toujours très délié, il est plutôt sympa à voir comme joueur. Il va être facilement éteint par un bon défenseur, ce que ne peut pas être un Mirotic qui lui va marquer quand il veut, ou un Mike James, on l'a vu plusieurs fois cette saison. Donc je pense que ça va être compliqué pour le Zénith d'y arriver. Et en même temps, je me dis que ce projet est très jeune de vouloir tutoyer les sommets. J'ai trouvé une déclaration qui date de janvier 2020 où Marko Popovic, donc ça doit vous parler parce que c'est un ancien joueur, il est Oh devenu oui. assistant directeur général du club et il avait déclaré que dans quelques années, le Zénith se battra pour les plus hautes places de l'Euroleague. Et finalement, un an après, on voit qu'ils sont déjà quatrième. Et du coup, je me dis peut-être que c'est une équipe d'avenir. Donc cette saison, ils vont faire les playoffs, je pense. S'arrêter en playoffs probablement. Et peut-être qu'à l'avenir, si Xavi Pascual continue de refaire son équipe comme il en a envie, eh bien peut-être aller dénicher un joueur à très fort potentiel, euh, capable de faire cette différence. Ils ont réussi à relancer Pangos, ils ont trouvé les bonnes pioches autour, ils ont su faire les bons choix. Donc maintenant, peut-être qu'ils ont besoin que d'une pièce ou deux, mais une très forte pièce pour passer à un step suivant. Donc pour moi, ce ne sera pas cette année, mais peut-être dans les quelques années à venir. Je partage entièrement ton avis et j'espère qu'ils vont pas souffrir du syndrome Žalgiris où chaque année tu as deux, trois joueurs qui émergeaient, qui étaient intéressants et puis l'équipe en perdait un voire deux chaque saison, bah, comme ça a été le cas avec Pangos notamment et ou Micic. Et j'aimerais beaucoup que l'équipe continue sur cette lancée. Ce serait intéressant de les voir. Alors certains les voient un peu comme le club d'oligarques subventionné par Gazprom. Moi, j'y vois plutôt une équipe assez intéressante. J'ai beaucoup d'affection pour le coach et qu'il le mérite. Pour ma part, j'aurais bien aimé que cette saison, il conserve Andrew Albici parce que je trouve que derrière Pangos, il faudrait un poste 1 qui soit solide et capable de tenir la main sans pour autant tenir la balle que Pangos.
À voir après, je pense qu'en playoff, comme vous l'avez dit, hein, ça va être un peu juste. Mais je vois bien le Zénith prendre encore quelques matchs assez embêtants à certains gros. Et surtout en playoff, ne pas se faire sweeper et bien mourir les armes à la main. Voilà. Ouais, Je vas-y voulais Mathieu. juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au syndrome Žalgiris. Ils ont quand même un avantage, c'est qu'ils n'ont pas le même budget. Et je pense qu'ils auront toujours la capacité à aller chercher autre chose. Moi, dans l'hypothèse, par exemple, où cette saison, effectivement, il y a de l'ambition et ils y finissent, par exemple, dans le top 10, sans parler même de top 8, on peut imaginer que des joueurs comme Casey Rivers ou Will Thomas, par exemple, prennent la porte et permettent derrière aussi de trouver une pièce supplémentaire, pourquoi pas cette fameuse star qui viendrait s'additionner aux talents déjà en place et qui, je trouve, sont assez intéressants. Mais finalement, dans la structure, je trouve que l'équipe, c'est un peu l'anti-Kimki Moscou. On a deux équipes à gros budget. Le Kimki a voulu tout donner pour rattraper, entre guillemets, ce retard, peut-être par complexe d'infériorité par rapport au CSKA Moscou, en se disant on va mettre le paquet sur des grosses stars, on va faire une grosse équipe. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Et le fait que les Zénith prennent un peu plus de temps et se précipitent moins, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je voulais donner du crédit à ça, en fait. Ouais, ça mérite d'être souligné. Je pense que c'était super important que tu dises cela. Euh, voilà. Le Zénith, c'est pas une équipe qui est très vieille, notamment en football, hein. Ils ont une section football également. Je crois, sans abuser, qu'ils ont également une section volleyball. Mais à moins que je confonde avec Kazan où joue Erwin Ngapet. Mais si dans 10 ans, on vous parle du Zénith Saint-Pétersbourg, pour vous, qu'est-ce qu'on dira? Euh, Très clairement, s'ils continuent comme ça, qu'ils ont bien travaillé. Et, et clairement, quand on remonte un petit peu dans leur historique, donc le club en tant que Zénith Saint-Pétersbourg refait surface en 2014, justement grâce à Gazprom. Donc Gazprom, c'est 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc Correct. ça montre la puissance financière qu'il y a derrière. Et du coup, le budget arrive dans cette équipe et monte, comme l'a dit Mathieu, à 25 millions. Donc clairement, ils ont un, un, un montant de budget assez important qui leur permet pas mal de choses. Et en même temps, eh ben, ils ont pas cherché à acheter les billets par la fenêtre. Ils ont construit progressivement parce que du coup, depuis 2014, ils ont connu que des campagnes d'Eurocup jusqu'en 2019-2020 où là, ils sont invités par l'Euroleague à venir jouer la compétition. L'année dernière, donc comme ça a été dit en préambule, ils sont derniers au moment de l'arrêt de la compétition. Et là, cette année, ils connaissent une très belle année. Et on se dit, bah, pourquoi pas continuer? Pourquoi pas continuer justement en améliorant cette équipe, en continuant à travailler de manière très juste. Xavi Pascual le fait très bien. Et, et finalement, ouais, dans 10 ans, si cette équipe, elle joue les playoffs, allez, on va dire 7-8 fois en 10 ans, que le jeu continue d'être sympa. Alors, j'imagine mal, c'est devenu tellement rare ce genre de scénario, mais d'avoir Xavi Pascual pendant 10 ans au Zénith, ça va être compliqué. Mais imaginons que ce coach fasse encore 4-5 ans et qu'un autre coach intelligent prenne la suite. Bah ouais, ce que j'en retiendrai, c'est de se dire, waouh, il y a des clubs qui ont des moyens financiers, mais qui se prennent pas pour des riches, quoi, et qui font du travail de fond, qui structurent, et ça devient ultra intéressant. Et je laisserai répondre Mathieu, et puis Coco, je te laisserai donner ton avis, mais je rebondirai sur ça, là, sur cet aspect financier. J'y reviendrai. Mhm. Matt, toi, dans 10 ans, comment tu verrais le Zénith? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Je vois, alors j'espère surtout, parce que je suis pas médium, mais je verrais bien cette équipe du Zénith s'installer vraiment en Euroleague comme un club qui mérite sa place et qui peut s'y installer durablement. Alors, il n'y aura évidemment pas toute la dimension historique qu'on peut retrouver sur d'autres clubs, mais quand on voit aujourd'hui un club comme le Panathinaikos, on en avait déjà parlé, mais on pourrait même citer le Maccabi, qui sont un peu en dedans, qui ont perdu en termes de performance. Et à l'inverse, des clubs comme le Bayern Munich, cette équipe du Zénith, qui reviennent très fort
et qui, je trouve, ont des vrais arguments à la fois financiers mais aussi sportifs à revendiquer. Si la structure ne change pas d'ici là, je promets un bel avenir au Zénith, et oui, ça pourrait devenir une équipe qu'on retrouve régulièrement en play-off et qui pourrait s'installer comme un bel outsider. On en parlait la dernière fois et je souhaite comme vous. C'est une équipe qui me tient beaucoup à cœur, je sais pas pourquoi, c'est peut-être les couleurs, mais j'aimerais que ce soit la seule équipe russe qui devienne un club formateur. On en parlait dans notre émission sur le basket russe notamment, c'est qu'on n'a plus de vrais clubs formateurs russes au plus haut niveau, comme on a pu avoir notamment en Ligue Adriatique ou en Espagne ou en France, quoi. Donc ouais, que ça devienne un club qui soit formateur et qui permette aux gamins de s'exprimer, et les gamins russes de s'exprimer au plus haut niveau. Voilà, c'est mon petit souhait. Romain, tu voulais dire un dernier mot, je crois, de ce que j'ai compris, ou pas? Oui, c'était par rapport à cette question de comment ce club est financier, le fait que Gazprom ait investi, que le budget soit boosté. Et du coup, en fait, j'ai un dilemme. C'est que Ah, j'ai trouvé des articles qui parlaient justement du Zénith, et un qui date du moment où on a arrêté la saison l'année dernière, et où Bertomeu a fait le choix de dire on arrête cette saison et l'année prochaine, c'est les mêmes clubs qui reviennent. Et du coup, il y a un coach qui me tient à cœur, c'est Bozidar Maljkovic, qui s'était montré très critique envers Bertomeu, et il avait dit qu'à l'arrêt, est-ce que le Zénith mérite plus que le Partizan? Ils ont juste Gazprom en plus. Et du coup, c'était bien pour souligner le fait que, voilà, grâce à ce financement d'une énorme boîte qui est milliardaire, euh, le Zénith méritait plus sa place qu'un partisan. Sur le fond, je me dis, ouais, c'est vrai, le partisan, il mérite, ça fait quelques années qu'il travaille, etc., etc. Et mhm. en même temps, je me dis, quand on voit les résultats du Zénith cette saison, est-ce qu'il démérite vraiment? Et est-ce que justement, la question se pose que là, cet argent est utilisé de manière très intelligente, et du coup, ça donne les résultats que ça donne. Et si on prend l'exemple qui a été donné un peu plus tôt du Kimki, où eux, c'est j'envoie les dollars n'importe comment, je change de tout l'effectif tout le temps, etc., etc. Justement, est-ce que c'était un si mauvais rôle que ça, que Gazprom reprenne ce club, etc. Et est-ce que finalement le Zénith ne mérite pas un peu plus sa place que le Kimki? Voilà, parce que du coup, Malkovich s'est montré très très critique et ne voyait pas pourquoi le Zénith était encore en Euroleague. Et finalement, et Dieu sait que j'aime ce coach, ben, les chiffres de cette saison lui donnent tort en fait. Et je préférerais largement avoir un Zénith qu'un Kimki finalement dans cette Euroleague-là. Je sais pas vous comment vous Ouais. le ressentez, mais moi enfin, j'étais, ouais, cette phrase m'a marqué parce que lui ne voulait pas que le Zénith revienne, et finalement, quand on voit ce qu'ils font, Ouais, je partage entièrement ton constat. Vaut mieux un Zénith qui travaille, qui construit, avec un moins grand frais que le Kimki, plutôt qu'avoir un Kimki qui fait un peu n'importe quoi. Et quelque part, même s'il a tort, Malkovich, mais a posteriori, donc forcément, c'est pas vraiment un tort, c'est que ça le fait mentir plutôt. Bah, c'est quand même positif d'avoir une équipe qui travaille et on verra dans la durée hein, ce que ça va donner. Mais quelque part, il faudrait se demander pourquoi le Kimki est encore en Euroleague et pourquoi la Virtus et les Partisans n'y sont pas. Et, euh, et dans le futur, ce serait intéressant de voir la croisée des chemins entre ces trois clubs. J'aime bien beaucoup lier la Virtus et le Partizan euh, avec le Kimki, les trajectoires en termes d'argent, puisque derrière, bah, il y a des mannes financières qu'il y a à Bologne et à Saint-Pétersbourg, dans des, on va dire, des marges différentes, attention, hein, mais qu'il n'y a pas en Serbie. À Belgrade. Donc, ouais, c'est une réflexion qui est super pertinente. Le futur nous le dira, mais j'y avais absolument pas pensé. Bravo Romain. Après, tu as aussi le fait que, alors,
les propos de Malkovich, je pense, sont justifiés sur un plan sportif parce que, vu que le Zénith était très mauvais l'année dernière, forcément, on a envie de les reléguer. Après, c'est une belle revanche prise par le Zénith par rapport à ces propos-là parce que c'est probablement la plus grosse progression d'une saison à l'autre cette année. Ce que je pense surtout, c'est que finalement, il faut accepter aussi les conditions de fonctionnement de l'Euroleague et que oui, il y aura toujours une place importante accordée à l'aspect sportif, mais que l'aspect financier par rapport à la structuration du championnat, son rayonnement, ça va être quelque chose qu'il faudra de plus en plus prendre en compte. Vous aviez fait la dernière fois un enregistrement podcast où vous parliez justement de la place pour les petits clubs. Et vous avez bien cerné à la fois la dimension sportive, la dimension financière, la dimension aussi historique et symbolique des clubs. Et je pense qu'on ne peut pas juger de la pertinence d'un club uniquement sur l'aspect sportif aujourd'hui quand on parle de l'Euroleague. Oh, c'est bien résumé, c'est bien clos. On peut passer Et à du ta chronique? Oui, je voulais juste apporter une petite ouverture et Mathieu a mis le pied dedans et du coup je me disais finalement dans les critères de sélection de l'Euroleague actuelle, je pense que l'aspect financier ne doit pas être vu comme le diable en personne et il faut pas voir ça comme un truc mauvais parce que finalement on a trois exemples récents qui montrent que c'est aussi euh, un facteur certes important, mais où les clubs ne font pas tout et n'importe quoi. Le Zénith, on vient d'en parler, mais on a aussi l'Asvel qui a réussi à gonfler son budget et qui fait pas que des bêtises avec. Pour l'instant, l'équipe de Parker, et quand je dis Parker, c'est Tony, c'est pas TJ, mais tout le board de l'Asvel fait un travail formidable. Il structure le club. Il y a tout ce qui est à côté aussi. Tout ce qu'on ne voit pas, le centre de formation, tout ce qui développe à côté. Et puis le Bayern aussi qui devrait recevoir euh, une licence A comme l'Asvel. Finalement, c'est des clubs qui ont une manne financière assez importante, mais ils font pas n'importe quoi et les résultats s'en ressentent. Donc finalement, voilà, je pense qu'à l'avenir, le critère financier aura forcément sa place. Il faudra pas oublier l'aspect sportif, mais il va falloir aussi se dire que ces clubs, quand ils veulent rejoindre l'Euroleague, parce que du coup, il va falloir qu'on parle comme ça en disant ils vont vouloir rejoindre l'Euroleague, euh, doivent aussi montrer que cet argent ne sert pas à juste dire on vient, on a notre place. C'est vraiment prouver qu'ils ont cet argent, ok, mais ils en font de bonnes choses. Et là, on a un Zénith qui le prouve, ils ont de l'argent, mais depuis 2014 se structure, euh, travaille, parce qu'aussi, voilà, dans l'article où il y avait Marco Popovic, il disait que depuis tout ce temps, tout autour c'était très bien structuré et que maintenant c'était un club voilà, qui avait des infrastructures incroyables, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut plus voir l'argent comme un démon, mais comme une source de possibilités de développement. Ouais, je partage entièrement. Exactement. On pourrait boucler avec une petite phrase philosophique qui pourrait potentiellement ouvrir sur un autre débat. Est-ce que c'est plus facile de créer du sportif en ayant les finances ou de créer de la finance en ayant du sportif? Et ce sera le débat de la semaine prochaine. Ce serait énorme. Vous avez 4 heures. De fou. Alors vous avez 10 copies. Allez, faites-moi quelque chose de correct. Non, mais c'est une très bonne question, Mathieu. Mais je pense pas que. Enfin, honnêtement, je pense pas être qualifié pour y répondre. Toute modestie. On passe à ta chronique, Romain? Eh bien allez, c'est parti. Les amis, je serai absolument calme cette semaine. Pas un mot plus haut que l'autre, pas un débordement. Non, non. Cette chronique se veut pacifique. Si ma motivation est d'abord de rendre un immense hommage à Martin Luther King, puisque nous enregistrons le 18 janvier, jour du Martin Luther King Day aux États-Unis, c'est aussi pour éviter qu'on se prenne un tacle sur les réseaux sociaux pour méchanceté aggravée envers un club ou un joueur. Mais bon, laissons le virtuel pour la vraie vie, et comme le pasteur d'Atlanta en son temps, j'ai moi-même fait un rêve. J'ai fait ce rêve où un club français rencontre un mécène milliardaire et gonfle son budget pour jouer les premiers rôles en Euroleague. J'ai rêvé d'un monde où les clubs se donnaient à fond pour briller dans la compétition et ne soient pas à 2 victoires après 20 rencontres. Ce rêve dans lequel l'Euroleague n'était pas obligée de suivre un modèle économique lié à une société toujours plus soucieuse du porte-monnaie que du véritable mérite et donc du sportif en ce qui nous concerne. Et puisqu'il faut accepter les déceptions passagères mais conserver
Wow, 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 les gars. Je me suis laissé aller là. Pourquoi vous me laissez partir dans des trucs comme ça? Ouais, Intervenez, merde, dites-moi de c'est ce que je m'arrêter. disais dans le chat, faut que tu t'arrêtes un moment. Voilà. Bon, désolé très cher Martin Luther King, mais cette chronique va finir par être trop lisse à mon goût et Corentin déteste quand je suis trop fleur bleue. Oh Alors, oui. vu que la vie est faite de dualité et que je ne suis toujours pas payé pour dire des trucs sympas dans cette chronique, on change de braquet. Malgré le respect que j'ai pour vous, Monsieur King, je vais terminer en prenant le côté énervé de la force, un peu à la Malcolm X du début finalement. Donc, Shaq a décidé d'employer le russe pour parler avec Nikola Jokic, oubliant que celui-ci n'était pas du pays d'Andrei Kirilenko, mais bien celui de Vlad Divac. C'est un peu comme confondre Pau et Limoges pour parler du meilleur club de France. Tout le monde sait la vérité, et dire le contraire, c'est se moquer du monde ou faire preuve de bêtises. C'est comme lancer un plan de sauvegarde de l'emploi en supprimant une cinquantaine de postes. Voilà, vous l'entendez, ça cloche. Bon, une pensée pour les journalistes de l'équipe qui sont encore en grève. Allez, revenez vite. En parlant de bêtises, elle doit être contagieuse lorsque l'on voit Ben Bentil. L'ancien joueur de Chalon-Reims a trouvé ça malin de trash-talker Dyson Pierre après un mouvement poste bas. Il lui a fait ce fameux signe du bras pour exprimer qu'il était trop petit face à lui. Sur le coup, j'aurais adoré dire que c'était rigolo et que ça fait du bien de voir ce genre de petite taquinerie. Bon, dommage qu'il le fasse à moins 10, moins 15 pour au final perdre de 26 points et que Pierre termine la rencontre avec 3 contre. Et c'est qui le lion maintenant? Ça, c'est ce qu'ils disent dans le film d'action dirigé par Alain Chabat. Bon, à 34 ans, Kyle Hines mène une vie paisible du côté de Milan. Le ciel est bleu, le paysage est sympa, les rentes sont bonnes, et il a l'assurance de ne pas jouer trop longtemps cette année, enfin pas plus loin que les playoffs, tout ça pour conserver un corps musculeux mais vieillissant. Le scénario est parfait pour une pré-retraite dorée en Italie. Plus sérieusement, l'Américain est en Europe depuis 2008 et vient de dépasser la barre des 300 matchs en Euroleague. De quoi gagner 4 fois la compétition, être sacré 2 fois meilleur défenseur de l'année et appartenir à l'équipe type de la décennie. Spasiba, vieux loup de mer. Quoi, il est pas russe lui non plus? Eh merde. Vous remarquerez que je n'ai pas mentionné une seule fois le nom du Kimki Moscou. Oui, c'est probablement la sagesse qui se Arrête-toi là. dégage de cette chronique que nous avons Arrête-toi là, commencée avec Romain. Martin Luther King. Non, non, je lui emprunte une citation et j'espère qu'avec les changements qui arrivent dans ce club, ces quelques mots leur serviront de mantra. Tout le monde peut être important, car tout le monde peut servir à quelque chose. Voilà, comprenez ce que vous avez envie de comprendre, mais j'irai pas plus loin. Enfin, pour terminer, retenons que si pour certains en Euroleague, l'Euro ligue les gens les uns contre les autres, il faut accepter que cette compétition dans cet état nous unit. Et il ne faut pas que cet Euro coupe toute discussion entre les dirigeants et fasse rejeter toutes les propositions pour trouver une solution. J'ai fait ce rêve qu'un jour, les instances fassent le bon choix pour continuer de nous faire aimer cette discipline dont on raffole, le basket. Car ma B, c'est elle. Allez, à la semaine prochaine, les amis. Magnifique jeu de mots. Et je savais qu'il allait déraper, je savais qu'il allait flinguer de tous les côtés. J'ai senti qu'à un moment il allait vriller, que c'était trop policé. Mais je cautionne pas, absolument pas cette chronique. Attention, hein, ne me mêlez pas avec cette énergumène. Hein. J'aime beaucoup Ben Bentil, Kyle Hines, et je suis d'accord avec toutes les décisions qui sont prises. Et puis voilà, hein, je vais pas avoir de problème, moi. Même si, bon, Ben Bentil, ce qu'il a fait, c'est du même registre que l'ami Russell Westbrook. Mais bon. Excellente chronique encore, Romain, tu m'as régalé. Merci d'avoir été là, les gars. On a dépassé l'heure allègrement, mais c'était un pur plaisir et je pense que nos auditeurs ne nous en voudront pas. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore d'Euroleague. Et puis en attendant, prenez soin de vous, les copains. Ciao, ciao! Salut! Salut à tous.